à tous et merci de participer à cet atelier consacré à la mémoire de l'intervention américaine en Europe et en France. Donc cette table ronde tiendra à peu près jusqu'à 16h30. La question essentielle de cette table ronde, c'est quelle est aujourd'hui la mémoire de l'intervention américaine aux États-Unis et en Europe, et surtout comment s'est construite cette mémoire à partir du conflit, dans les années qui ont suivi le conflit. Si on évoque aujourd'hui la Première Guerre mondiale aux États-Unis, plusieurs articles nous disent que c'est une guerre invisible. Deux raisons à cela, mais je pense que Mme Siegfried vous en dira plus. D'abord parce que les États-Unis sont intervenus très tardivement dans le conflit, 1917. Ensuite, parce que ce qui a marqué surtout la mémoire collective aux États-Unis, c'est la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Et donc aujourd'hui, dans plusieurs articles, on nous dit que c'est une mémoire invisible. En témoigne par exemple la place que la Première Guerre mondiale occupe dans le cinéma américain, à Hollywood. C'est vraiment noyé parmi les films américains sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la guerre du Vietnam. 5 interventions vont donc nous permettre de mieux comprendre la construction mémorielle de cette intervention américaine, mais aussi comment l'appréhender avec les élèves, puisque c'est un de nos principaux centres d'intérêt. La première intervention sera celle de Mathilde Schneider sur le tourisme mémoriel dès la fin du conflit. Mathilde Schneider est conservateur du patrimoine au musée franco-américain de Blérancourt. Elle a fait ses études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, en spécialité art des Amériques, et a intégré l'Institut national du patrimoine en 2012. À l'issue de cette formation, et après plusieurs expériences dans différents musées, notamment au Quai Branly, elle a pris son premier poste au musée franco-américain du château de Blérancourt, qui a été fondé par Anne Morgan à la fin de la Première Guerre mondiale, après qu'elle y ait installé une organisation humanitaire à destination des civils. La deuxième intervention nous amènera sur les cimetières américains et sera faite par le surintendant David Atkinson, qui est surintendant au cimetière américain de Bois-Bello. Le cimetière de Bois-Bello commémore la mémoire de 2289 soldats américains tombés lors des combats de juin 1918, bataille qui a été symbolique puisque c'est lors de cette bataille que la 2e division américaine menée par la 4e brigade de Marines a délogé les forces allemandes après 20 jours de combat. Et on dit souvent que c'est la naissance des Marines américains. Ce site est le 2e cimetière américain le plus visité de l'Hexagone, avec environ 40 000 visiteurs par an, dont 10 000 à 15 000 Américains. Et il est aujourd'hui géré par l'American Battle Monuments Commission. Ensuite, Nathalie Debreu nous parlera de l'opération des parrains de la mémoire. Donc, Nathalie Debreu est professeure d'histoire-géographie au collège Henri Matisse de Bohain en Vermandois. Elle a notamment organisé pendant 2 ans un accompagnement éducatif sur la généalogie des poilus. Les élèves ont travaillé sur la plaque commémorative des anciens élèves et maîtres de l'établissement morts pendant la Première Guerre mondiale. Parrainant elle-même la tombe d'une infirmière au Sam American Cemetery situé à Bonny, grâce à l'association Parrains de Mémoire, elle a voulu partager cette expérience avec ses élèves de 3e en 2008, élèves de 3e et élèves de SECPA. Et aujourd'hui, cette sortie est devenue une tradition puisque le collège parraine la tombe du soldat Thomas Cooley. Ensuite, Madame Monique Siegfried nous parlera de la place du centenaire aux États-Unis. Après un doctorat à l'université de Paris-Sorbonne, Monique Siegfried a travaillé dans le monde de l'éducation, de l'archéologie et de la muséographie. Très engagée dans les activités civiques, elle a servi au sein de nombreux conseils d'administration, notamment de 2003 à 2009. Elle a été présidente du conseil de fondation de l'organisation du baccalauréat international. Et depuis juin 2014, elle est commissaire à la commission américaine du centenaire de la Première Guerre mondiale. Enfin, M. Philippe Simons, d'Aéric de l'Académie d'Amiens, nous parlera du partenariat entre l'Académie d'Amiens et le State Department of Education d'Oklahoma et ses activités liées à la Première Guerre mondiale. Donc la DAERIC, c'est la délégation académique aux relations européennes internationales et à la coopération. M. Simons est conseiller du recteur pour tout ce qui est question des relations internationales. La DAERIC participe notamment à la conception et à la mise en œuvre de la politique internationale de l'Académie. Elle développe des actions d'ouverture internationale, conseille et informe les établissements. Parmi ces actions, un accord de coopération a été signé en mars 2007 avec l'État d'Oklahoma, avec des échanges de séjours linguistiques et la formation conjointe des enseignants. Et c'est cet accord qui a notamment permis à plusieurs établissements scolaires de faire des jumelages avec des établissements américains, durant lesquels ils ont pu travailler autour de l'histoire et la mémoire du premier conflit mondial. Donc je laisse tout de suite la parole à Mathilde Schneider qui va nous parler du tourisme mémoriel.
ou du moins de la naissance du tourisme mémoriel, puisque je faisais déjà une présentation PowerPoint ce matin, je me suis dit qu'il fallait un petit peu diversifier les supports, ce qui a priori est de bon augure, puisque l'ordinateur nous a retrouvés. Voilà. Et puis pour montrer aussi un petit peu, puisqu'on parlait ce matin de ressources, je ne pouvais pas vous amener les 3000 clichés qu'on a au musée, mais par contre, je pouvais me permettre d'apporter des petits exemples de l'ancêtre des flyers, des cartes postales, etc., qui ont fondé cette naissance du tourisme mémoriel vraiment à la sortie même de la guerre. Tout d'abord, peut-être un premier travail de mémoire vraiment à chaud, si je puis dire, puisque évidemment pendant cette période d'exercice et d'organisation du CARD à Blérancourt, donc entre 1917 et 1924, comme vous l'aurez compris ce matin, sont publiés bien sûr un certain nombre d'articles. J'en ai amené un que je peux faire circuler, mais c'en est un parmi tant d'autres. Simplement, je l'ai retrouvé en préparant la session de cet après-midi, et donc qui est simplement un récit en fait et une synthèse de l'action du CARD pendant donc, ces années de 1917 à 1924. Mais ce tourisme de mémoire ne s'arrête évidemment pas simplement à la revue de presse. Je vous ai parlé ce matin donc, de ces opérateurs photo et cinéma qui avaient réalisé donc, tous ces clichés et cette douzaine de films qu'on a encore aujourd'hui dans nos collections et que je pourrais passer d'ailleurs à la fin de cet atelier par exemple pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est aussi là un travail de mémoire. C'était un travail de mémoire sur le vif pour récolter des fonds, mais cela nous sert bien sûr maintenant comme support pour savoir plus précisément en quoi consistaient ces différentes actions du CARD et nous permettre d'illustrer une histoire. Donc je pense que c'est aussi là un support de mémoire et cela montre en tout cas la motivation d'Anne Morgan d'inscrire l'action du CARD et de figer ses actions via la photographie ou le film pour les années à venir. Elle va également mettre en place une autre organisation en fait qui n'est pas une organisation de volontaires en tant que telle, mais simplement pour intéresser notamment les jeunes femmes américaines à la cause française. Et pour cela, alors je n'ai pas amené l'album, simplement j'en profite donc pour vous montrer ces livrets pédagogiques qui sont complémentaires de l'exposition Roll-Up que vous avez vue ce matin, sur lesquels sont donc imprimés d'autres types de ressources, d'autres types d'albums, de photographies, de brochures, etc. Et donc par exemple sur la dernière page de celui-ci, vous voyez les photographies qui ont été prises lors de visites de la Goodwill Delegation. Je vous le fais passer de ce côté-ci. Le principe de la Goodwill Delegation était assez simple. Dans 50 villes des États-Unis, les femmes qui le voulaient bien sûr, misaient 10 cents pour être élues déléguées d'un État. Et si elles étaient élues, elle venait pour un parcours, un circuit de 6 semaines en France qui comprenait notamment les champs de bataille et les sites importants du nord de la France. Évidemment, comme c'était entre autres mécéné par Anne Morgan, le détour par Blérancourt s'imposait. Donc on a dans les collections du musée un certain nombre d'albums qui sont de nature assez différente des photos vraiment spécifiques et reliées au CARD, puisque vous verrez, les jeunes femmes sont tout à fait coquettes et ne viennent pas là pour être les pieds dans la boue et devenir volontaires. Même si à l'issue de certains de ces voyages, certaines jeunes femmes s'enrôleront pour revenir en France et cette fois-ci travailler en tant que volontaires dans des organisations humanitaires, dont le CARD. Donc il y avait vraiment un travail de valorisation d'une action humanitaire qui pour certains a porté ses fruits puisque cela a permis de recruter des volontaires et des bénévoles. Il y a également, c'est un tourisme un petit peu annexe, mais finalement, nous en avons plusieurs exemplaires dans le musée. Ce sont des albums de parents, d'amis, de conjoints de ces volontaires qui sont venus visiter le nord de la France. Je vous fais passer ici la double page et est un extrait de l'album de M. Volcott, qui était le conjoint d'une des volontaires du CARD, et donc qui a pris des photographies qui sont assez intéressantes pour nous, parce qu'elles n'ont pas ce caractère officiel et posé des photographies du CARD qui, elles, étaient véritablement en fait des photos de propagande. Ici, on est beaucoup plus sur de l'instantané, même si la technique de l'instantané n'est quand même pas tout à fait mise au point à l'époque, mais voilà, ce sont des photos beaucoup plus naturelles et ça nous permet d'appréhender un autre versant du CARD, peut-être un petit peu moins figé et un petit peu plus naturel.
Voilà, à l'issue de cela, donc comme vous l'avez compris, en 1924, donc Anne Morgan cesse les activités du CARD, lègue ses différentes œuvres aux municipalités des cinq QG en fait, du CARD, et va donc fonder le musée. Donc s'il y a bien une œuvre de mémoire, c'est ce musée franco-américain qui a été légué à la ville, qui elle-même, oui, l'a légué ensuite à l'État qui l'a accepté, d'où notre statut de musée national actuellement. Et le fait même de le léguer à la ville puis à l'État était un moyen, si vous voulez, de faire perdurer, de garantir en tout cas la pérennité de cette histoire et de cette organisation humanitaire, mais aussi de tout ce que cela impliquait, c'est-à-dire les échanges franco-américains depuis le XVIIe siècle et maintenant jusqu'à nos jours. À l'époque, elle est assez visionnaire parce qu'elle conçoit le musée, donc elle fonde le musée en 1924, et elle se rend compte assez vite que pour y amener des visiteurs, puisque qui dit musée dit nécessairement visiteurs, et que la région n'est quand même pas très fournie encore en hôtels et autres structures de tourisme, puisqu'on est encore en pleine reconstruction véritablement de l'habitat des locaux. Le tourisme est sans doute l'étape qui vient quelque peu après, et donc elle fait construire, pour ceux qui connaissent Blérancourt, l'hôtel qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel du Griffon, qui à l'époque s'appelait le Logis. Donc c'est sur demande d'Anne Morgan et sur commande d'Anne Morgan que cet hôtel-restaurant a été créé, avec la condition, au moment du legs à la municipalité, puisqu'il est toujours en gestion à la ville, que tant qu'un musée franco-américain existait, ce bâtiment serait dédié à l'hôtellerie-restauration. Donc elle avait déjà cette vision tout de même des visiteurs, du rythme de visite, aussi du contexte assez rural de Blérancourt et de la situation de relative délabrement, reconstruction de la région à l'époque. Et donc je vous fais passer une petite brochure. Alors cette fois-ci, ça n'est pas sur le Griffon en tant que tel, c'est sur une hostess house, une maison d'hôtes qui avait ouvert à Laon et qui donc promouvait l'action du CARD et surtout un circuit dans la région à cette époque. Elle en profite au fil des ans pour faire publier plusieurs brochures, dont certaines illustrées assez joliment sur l'action du CARD, mais également sur toute l'histoire de Blérancourt. Donc par exemple dans cette jolie petite publication qui s'appelle Notre village, vous verrez l'histoire du château, des ducs de Gers, etc., telle que presque nous on la raconte encore de nos jours sur un autre support parce que c'est un flyer, un site internet, mais finalement on transmet à peu près le même type de contenu. Là, mon point d'entrée sur la droite. Et puis donc de nombreuses petites brochures qui vont permettre de valoriser certes le musée, mais le musée comme un point de chute avant de rayonner vers des lieux de mémoire et de commémoration franco-américains. Voilà, donc je vous fais passer deux autres exemplaires. Voilà, évidemment, vous avez donc le résultat de cette promotion touristique. Eh bien, c'est la venue de touristes qui, pour certains, nous ont laissé... Alors, aujourd'hui, je ne vous ai pas amené de photographie personnelle puisque j'en avais déjà un exemplaire ici, mais de négatifs. Et simplement, je vous demanderai juste d'avoir la précaution de les tirer par un angle pour ne pas laisser de grandes traces de doigts, mais de vous tirer un cliché au hasard et vous verrez que c'est l'état de la région dans les années 1924-1928 environ. Voilà. Et certains d'entre vous connaîtront sans doute ces petits carnets de cartes postales qui sont bilingues, donc c'est pour ça que je les ai choisis, qui ne relatent pas uniquement la région de Blérancourt, puisque vous voyez ici on a l'Argonne, et puis j'avais deux carnets de cartes postales sur Verdun, mais manifestement, puisqu'elles sont dans nos collections, c'est qu'une volontaire du CARD, ou en tout cas de ses successeurs, les ont collectées et conservées ici au musée à Blérancourt. Et donc, ce qui témoignait à la fois de leur diffusion et puis aussi de leur intérêt, ce sont principalement des cartes postales de la région, ici évidemment de l'Argonne, à l'issue de la guerre. Donc là aussi, un support de communication. La carte postale était très répandue, comme vous le savez déjà à l'époque, vendue comme ceci, sous petit livret, qui vous permet en fait facilement d'avoir un aperçu en français et en anglais de l'état de la région, enfin de ces différentes régions plus exactement à l'issue de la guerre. Voilà. Et il se trouvait que je suis tombée
sur ce lot de cartes postales. Pour ceux qui connaissent donc le mémorial de l'escadrille Lafayette, je l'ai évoqué très rapidement ce matin, l'escadrille Lafayette mériterait une journée de colloque à elle toute seule parce que c'est vraiment une organisation extrêmement intéressante d'un point de vue de l'impact de ce corps américain d'aviateurs au départ enrôlés sous pavillon de la Légion étrangère. Toujours est-il que donc a été créé un mémorial en leur honneur et vous le voyez à l'épaisseur des cartons, de très très nombreuses publications, cartes postales et autres pour valoriser ces lieux de mémoire. Dès les années, cette série de cartes postales a été également retrouvée dans les collections du CARD, donc date de la période entre 24 et 1938. Je vais passer une ou l'autre, je vous demande juste de les remettre dans les étuis, mais c'est d'accord. Voilà. Et puis, puisque le but de l'histoire, n'est-ce pas, est aussi de faire le lien avec la période contemporaine, puisque c'est le travail de chacun d'entre nous avec des moyens différents. Mais ce matin, je vous ai montré donc très rapidement l'héritage hors du musée du CARD qui est encore vivant dans la région et ça me paraît extrêmement important. Et c'est donc l'enjeu de ce petit circuit. Donc vous avez peut-être vu la brochure ce matin sur la table du musée qui s'appelle donc le circuit Anne Morgan et qui mène le visiteur d'un point à l'autre dans ces 5 villes qui étaient les QG du CARD, donc Blérancourt, Amizy, Coucy-le-Château, Soissons et Vic-sur-Aisne, et qui permettent ainsi de voir à quel point ces maisons ont gardé leur fonction, d'une, existent toujours, et de deux, ont gardé leur fonction sociale, de refuge pour femmes battues, de cabinet d'infirmières libérales, comme je vous le citais ce matin à Soissons, ou avec l'AMSAM, vraiment la fonction même des infirmières visiteuses du CARD. Voilà, donc je vous le fais passer, c'est le dernier exemplaire, parce qu'ils ont tous été pris ce matin, mais voilà, et c'est une manière pour nous, qui plus est, malgré la fermeture du musée, de faire vivre et revivre ce patrimoine humanitaire que nous a laissé Anne Morgan. Et c'est pour cela qu'on travaille à la fois donc, avec la communauté de communes du Val-de-l'Ailette et également la DRT, pour que chaque année, on puisse continuer à animer ce circuit. Cette année, ce sera la date du 4 juillet qui a été retenue et elle risque d'autres. J'espère qu'elle sera pérennisée pour les années à venir comme point de rassemblement et point de célébration de ce tourisme et de ces échanges franco-américains à l'avenir. Voilà, et si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. J'ai dans les documents. La salle ne répond plus. Juste de poser une question. Bien sûr. Ça déverrouillera peut-être la salle. Est-ce qu'on a des chiffres des visiteurs américains privés? Alors, on en a très certainement parce que le musée a été fondé sur l'initiative d'Anne Morgan, mais c'est l'association des Amis de Blérancourt qui est aussi l'éditeur de cette petite brochure qui a véritablement financé et mécéné la création du musée. Et donc ils tenaient du moins des registres qui sont désormais aux archives du service des musées de France en tant qu'association des musées. Donc il s'agirait simplement de rechercher dans ces archives, mais je pense qu'on peut avoir assez facilement le nombre de visiteurs dans les premières années. Alors, je me permets d'ajouter quelque chose. À partir des années 30, nous avons eu la visite de ce que nous appelons les Gold Star Mothers. C'était des mères qui avaient perdu un fils, ou bien l'épouse de ce soldat qui était honoré dans l'un de nos cimetières. Ces voyages, pour certains d'entre eux, nous avons l'itinéraire complet. Et donc, dans certains cas, oui, ils allaient à Blérancourt. Parfois, l'hôtel, pour nous qui sommes près de Château-Thierry, l'hôtel était quand même à Soissons et non pas à Château-Thierry. Donc, il y a des possibilités, mais tous ne sont pas allés à Blérancourt. D'accord ? Donc là, c'est une bonne source de recherche possible et de trouver pas mal d'éléments à ce sujet-là. Et par exemple, avec la Goodwill Delegation dont je vous parlais tout à l'heure, l'itinéraire comprenait évidemment la visite et les commémorations sur la tombe de Quentin Roosevelt. Et on a également de nombreuses photos des célébrations pour le Memorial Day, à la fois avec les volontaires du CARD, les locaux
locaux qui habitaient là, mais également pour certaines années, les membres de la Goodwill Delegation qui, de fait, pouvaient aussi rapporter aux États-Unis leurs souvenirs de ces commémorations américaines en France. Parce que je pense que c'est important dans ces échanges en fait, mémoriels entre la France et les États-Unis. Oui, des questions. Juste une question. Et alors maintenant, vous allez réouvrir le musée de Bérancourt, n'est-ce pas? Il va réouvrir quand? Il réouvre. Pour ça, je l'ai glissé ce matin dans la présentation, mais je ne peux que le redire, printemps 2016. Donc, on n'a pas de date arrêtée. Moi, j'aspire à ce que ce soit pour le 4 juillet, bien sûr, mais je n'annonce pas de date officielle. Et qu'est-ce qu'il y aura? 2016, pardon, j'ai dit quoi? 4 juillet 2016. 2017. Non, 2017, c'est le projet d'exposition du centenaire de l'entrée officielle en guerre des États-Unis. Donc il ouvre en 2016. 2016. Il nous reste 1 an de travaux. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette nouvelle partie du musée de Bérancourt? Alors justement, merci Monique de poser la question. Elle ne connaît sans doute peut-être pas la réponse, je ne sais plus. Mais en tout cas, la question est judicieuse puisque justement l'extension concernera principalement la Première Guerre, puisque une salle de 250 mètres carrés, ce qui est assez important comme surface d'exposition, sera consacrée à cette Première Guerre, principalement finalement pour valoriser les organisations humanitaires américaines. Mais donc notre fonds est finalement relativement peu important pour ce qui concerne l'intervention des soldats américains. En revanche, sur les organisations que je vous citais ce matin, c'est-à-dire l'Escadrille Lafayette, l'American Field Service, l'American Fund for French Wounded et le CARD, bien sûr, le fonds d'objets et de documents est assez important. Et donc, ce seront ces organisations humanitaires qui seront valorisées, dont l'ambulance, bien sûr, et d'autres objets un peu phares comme ça de cette collection Première Guerre. Ce sont des nouveaux fonds ou des choses qui existaient déjà qui Non, en fait, la surface d'exposition était particulièrement réduite à Bérancourt dans son ancienne version et donc c'est tout l'enjeu évidemment de cette nouvelle extension. Donc les fonds par exemple, le fonds Première Guerre n'a pas énormément évolué depuis la fermeture. On a fait quelques acquisitions, mais c'est finalement assez à la marge. Simplement, la collection était très peu exposée, avait une portion vraiment congrue de sa collection exposée dans l'ancienne version du musée.